Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le point de marché Wall Street Insider, ouverture de la session américaine. Alors, la session nord-américaine, elle a déjà commencé sur le Forex. Marché action, lui, il ouvre à 15h30, ça va s'activer sur le Dow, le SP500. Les indices boursiers américains qui sont sur support, en tout cas qui ont déjà entamé un rebond sur support. Les marchés actions de la zone euro qui ont rebondi suite à la Fed retracée vendredi et qui donc repartent dans le sens de la dynamique qui avait été imprimée par la Réserve fédérale, avec tout de même des retracements profonds, puisque le DAX a retracé 50% de sa hausse matinale et semble repartir en avant. Ce que je vous propose, moi, à l'ouverture de ce Wall Street Insider, c'est déjà de lire l'avertissement sur les risques. Et enfin, on va travailler donc avec l'US 30, le SP500, le DAX, l'Eurostoxx 50 et le CAC côte à côte. Pardonnez-moi pour la voix enrouée. Deux indices tout d'abord qui vont driver désormais la suite de la dynamique sur les marchés actions européens. Il s'agit du Dow et du SP500. Le Dow Jones réagit pile poil sur son support ici du 15 novembre. Alors c'est un point d'accélération important, ce niveau des 17 091 points. Le Dow avait formé un support dessus le 15 octobre, a réagi justement sur ce support et de manière très impulsive le 15 novembre, à nouveau le 14 décembre, donc 2 jours avant la réserve fédérale. Suite à la réserve fédérale, il a rejoint la partie haute de ce range. Et je pense que on peut voir ici un range sous la forme d'un triangle sur l'US 30. En tout cas, on a la partie basse de cette farme latérale ici à 17 091 points. Et le support agit à nouveau donc depuis l'ouverture des marchés et la session asiatique l'année dernière. Moi, lorsque je vois le Dow réagir de cette façon-là, forcément j'exclus les stratégies de vente. Ce qui ne sera pas le cas s'il casse les 17 091. Mais au niveau actuel des cours, je note une réaction positive au point près sur le support des 17 091. On réagit de manière forte à l'image ici du 15 novembre. Donc première chose que je note, réaction sur un support important du Dow. Et toujours dans cette approche intra-marché, donc le principe étant de conjuguer les principaux niveaux techniques sur des indices appartenant au même marché, donc ici le marché action. Et bien je note aussi que le SP500 réagit à nouveau sur le support des 2000-2003 points, un support qui était à l'époque la ligne de coup d'une structure en double creux que le marché avait construit sur 1875 points. La ligne de coup avait été débordée le 8 octobre, puis un pullback, puis le rebond du 15 novembre, à nouveau un rebond le 14 décembre. Et donc là, j'envisage à peu près la même chose, puisque le marché évolue ici dans cette phase de transition latérale et réagit à nouveau dans la partie basse. Et donc, comme je n'anticiperai pas la cassure d'un support, eh bien, je fais à nouveau confiance au support pour envisager la reprise de ce marché. Dans quelle amplitude, aucune idée. Est-ce qu'on va rebondir de cette façon-là ou de cette façon un peu moins prononcée? Personne ne le sait parce que personne n'a de boule de cristal. Tout ce que dit l'analyse technique, c'est qu'au-dessus d'un support, on privilégie les stratégies d'achat. Pourquoi? Parce que le support permet de gérer les risques financiers. Et finalement, c'est simplement le rôle de l'analyse technique, la tendance bien sûr, mais surtout gérer son risque financier. Un niveau de prix en dessous duquel, si on est à l'achat, on n'est plus à l'achat. Et un niveau de prix au-dessus duquel, si on short, on n'est plus vendeur. Donc, le fond de mon propos est de dire que je reste haussier sur l'indice S&P 500 au-dessus des 2000 points et je pense qu'on peut utiliser les 2000 points pour gérer son risque et envisager donc une remontée de Wall Street. Mon propos sur l'US 30, c'est que le marché réagit à nouveau sur un support à 17 091 points et qu'on peut donc utiliser ce niveau des 17 091 points pour gérer son risque dans le cadre d'une stratégie à l'achat. Maintenant, qu'en est-il des actions de la zone euro? Les actions zone européenne, elles sont représentées ici par le benchmark international, l'Eurostoxx 50. Ce marché a rebondi le 14 décembre, comme Wall Street d'ailleurs, 2 jours avant que la Réserve fédérale des États-Unis annonce la hausse de ses taux d'intérêt. Donc on avait le point de départ de cette hausse le 14 décembre. Le marché a connu une impulsion, a retracé vendredi. Donc ce que certains ont pu lire vendredi comme le point de départ d'une forte correction, moi ce que je vous propose comme lecture c'est celle d'un retracement et c'est donc très différent.
Parce que si moi je défends l'approche d'un retracement, cela signifie que j'accorde à la phase haussière entre le 14 décembre et le 17 décembre le rôle de facteur technique dominant. Et donc dans le sens de la tendance, quoi. Alors, moi, mon propos est donc de dire qu'au-dessus des 2000 points, je privilégie la hausse du SP500. Au-dessus des 17 090 points, je privilégie la hausse de l'US 30. Et donc, sur l'Eurostoxx 50, je pense qu'on a formé un solide support sur 3140 points, dont la traduction se trouve à 10 500 sur le DAX et 4 600 points sur le CAC 40. Notez que sur l'Eurostoxx 50, les 3140 points correspondent à la ligne de coup d'une structure en formation de creux arrondi qui avait été validée par le marché le 5 octobre. Alors, pourquoi maintenant est-ce que je défends cette approche en retracement? Donc, je prends l'impulsion entre le 14 et le 17, je lui applique un ratio de retracement standard, et moi je vais garder les 50 et le 61,8%, des niveaux de prix que le marché a tenus ce matin. Il a d'ailleurs brisé les 50%, ce qui finalement était un piège, puisqu'il les a réintégrés à nouveau. On a donc un dernier chandelier 4 heures qui m'invite à penser qu'on peut redémarrer dans le sens de cette dynamique-là. Donc, je reste positif sur l'Eurostoxx 50 et j'ai une ultime invalidation à 3213. 3213, je me suis trompé, ce n'était pas un retracement, c'était une correction et le marché reviendra sur ses plus bas. C'est donc cette approche technique que moi je défends à l'ouverture de la session américaine, qui est celle d'accorder surtout toute ma confiance au niveau de support de Wall Street. Pour faire simple, hein, voilà, les fameux demi-points. Et concrètement, si je devais retenir un niveau, eh bien, c'est le niveau des 2000 points sur le SP500, au-dessus duquel je privilégie la hausse. Idem sur l'Eurostoxx 50 au-dessus des 3213 points, ce qui m'invite à vous proposer des vues de marché similaires sur les autres indices boursiers, et notamment le DAX. Alors, le DAX, je le décortique avec vous. Vous avez ici la reprise du marché depuis le lundi 14 décembre 2015. Alors, la reprise haussière des actions, elle a démarré 2 jours avant l'annonce par la Réserve fédérale du relèvement de ses taux d'intérêt et ces nouvelles projections économiques pour 2016 qui ont été revues en hausse, pas pour tout, mais pour la plupart des grands agrégats. Impulsion du DAX entre 10 120 et 10 830 points. Retracement, alors j'épure tout ça, hein, c'est vraiment la même approche que sur l'Eurostoxx 50. Le DAX qui a à nouveau bien réagi. Donc la jambe de hausse entre lundi et mercredi. Vendredi, une phase de retracement qui, comme sur l'Eurostoxx 50, s'est déployée donc entre le 38,2 et le 50% de retracement. Alors, la lecture que j'ai en tendance et pour la fin d'année, j'enlève ici le retracement, c'est que je considère qu'on fait une reprise en 3 temps, donc cette fois-ci c'est le contraire, je ne prends pas un ratio de retracement, ici vous avez tous les petits outils là. Donc vous avez ajouté Fibonacci. Alors ajouter Fibonacci tout en haut, ce sont les ratios de retracement. C'est vrai que ce n'est pas précisé, mais ce sont les ratios de retracement. Et ici vous avez ajouté expansion, d'autres parlent d'extension, c'est la même chose. Vous prenez ici plus haut, plus bas, cette première jambe de hausse, donc on la prend, faut l'attraper pile poil. Hein. Donc le plus bas ici du DAX sur les 10 120, le plus haut vers les 10 830, au point bas de la correction de vendredi, puisque moi je travaille en retracement, et donc je me projette toujours sur les 10 950. On verra hein, si les prochaines semaines me donnent raison, avec cette fois-ci pour ce scénario justement, une invalidation définitive sous le point bas de vendredi. Alors je continue de descendre dans les horizons de temps en ayant toujours en tête la réaction de Wall Street sur les importants supports dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 2000 points de l'indice S&P 500 et les 17 090 de l'indice Dow Jones, l'impulsion du 14 au 17, le retracement. On repart aujourd'hui dans le sens de l'impulsion du 14 au 17 et une fois encore, le DAX a retracé l'impulsion matinale. Vous avez ici l'impulsion de ce matin. Je la décompose un peu plus encore, en 15 minutes cette fois-ci. C'est ça qui va nous intéresser. Cette fois-ci, je me concentre sur la séance du jour, celle du 21 décembre.
J'ai donc l'impulsion matinale. Et ce matin, dans mon morning meeting, je vous avais expliqué donc, cette approche-là, m'invitant à défendre la hausse. Ce que je confirme à l'ouverture de Wall Street. Et je vous donne des niveaux de prix en dessous duquel mon approche aura été complètement erronée. J'espère que ce ne sera pas le cas. Donc, la séance du jour, ici sur le DAX, je reprends l'impulsion matinale, j'y applique un retracement et, surprise, 50% de retracement pile poil. Profond, oui et non, puisqu'au final, la correction de vendredi avait déjà retracé 50% de l'impulsion entre 14 et 17. Donc voilà, ça c'est l'ultime niveau, c'est-à-dire que si on repasse sous 17, si on repasse sous 10 650, bah c'est terminé quoi. Donc il ne faut pas que le marché repasse en dessous. En tout cas, c'est une zone de support sur lequel le marché a réagi et au-dessus duquel je préfère toujours privilégier la dynamique des actions qui est celle depuis le 14 décembre, à savoir une dynamique de reprise. Donc c'est désormais le niveau au-dessus duquel les 10 650, je redéfends la hausse du DAX. Maintenant sur les marchés US, moi je vous invite à vous concentrer sur le Dow, puisque le Dow Jones a testé cette fois-ci au point près le niveau de support du 15 novembre, qui avait été un niveau de support de forte reprise. Il s'est repris dessus, on va zoomer en chandelier horaire. Regardez, il a vraiment fait le point bas sur le point bas du 15 novembre à l'ouverture de la session asiatique, donc il était à peu près minuit la nuit dernière, et depuis il s'est repris. On peut envisager qu'avec l'ouverture de Wall Street, ce mouvement s'accélère. On a ici ce grand chandelier horaire sur le dos d'environ 100 points qui est lié ce matin à l'ouverture de la session européenne. Donc concrètement, hein, au-dessus des 17 091, moi je privilégie la reprise de l'US 30. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les marchés actions US. Maintenant les paires majeures, bah, écoutez, c'est pas bien compliqué. Le taux de change euro-dollar, c'est un range trading entre 1,08 et 1,1040. Les 1,08, c'est la borne de trading qui a été créée par la Banque Centrale Européenne. Les 1,10, 1,1040, c'est la borne de trading qui a été créée, la borne supérieure, par les chiffres de l'inflation aux États-Unis et la dernière décision annuelle de la Réserve fédérale. Le marché a réagi sur 1,08 et là on teste un pivot important qui est le niveau des 1,0905 $. Vous pouvez constater son effet tout simplement ici, puisque ça a été un point de réaction du 15 décembre, un point qui a été travaillé pendant 3 heures consécutives juste après l'annonce des taux de la Fed et qui a été brisé la nuit de la Fed. À la fin de session US, l'euro-dollar avait cassé les 1,0905. Donc là, au moment où je vous parle, on teste une résistance. Qu'est-ce qui a fait remonter l'euro-dollar en direction des 1,0905 $? C'est la publication à 14h30 de l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Chicago. Que le marché attendait à 0,1 qui ressort à moins 0,3. On est un peu toujours dans le sillage des statistiques qui ont déçu le marché vendredi dernier aux États-Unis, notamment la rechute des indices PMI en estimation préliminaire pour le mois de décembre et de la dégradation de l'indice de la Réserve fédérale de Kansas City, toujours dans le secteur manufacturier, et toujours pour le mois de décembre. Et ça, c'était vendredi. Alors, comme la Réserve fédérale des États-Unis a déclaré qu'elle restait data dependent, donc toujours à suivre au plus près l'évolution du contexte économique sans s'enfermer dans un calendrier de hausse de taux envers et contre tout, ces statistiques continuent d'influencer notamment le dollar américain. Au moment où je vous parle, l'euro-dollar il est sous résistance à 1,0905 $. En tout cas, ce niveau est important parce que c'est le point de décrochage de la Fed. Regardez ici. Ici, sur ce chandelier horaire, la Fed monte ses taux. D'abord ça baisse, puis ça remonte carrément à 1,10. Puis ça rebaisse. On travaille pendant 2 heures 1,09 $. Et ça casse finalement vers 22h, 23h. Et pendant la session asiatique, ça a baissé pour retomber à 1,08 le lendemain. On réagit sur 1,08, pourquoi? Parce que c'était la partie haute du biseau descendant dont les cours sont sortis par le haut avec la Banque Centrale Européenne. Globalement, en décembre, le taux de change euro-dollar il est pris en étau entre l'effet haussier de la Banque Centrale Européenne et l'effet baissier de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc là, il teste un niveau, une résistance. Le taux de change euro-dollar à 1,0905 $, tout simplement.
Donc l'US30, le SP500 rebondissent dans des supports, des supports bien établis depuis le milieu du mois de novembre. Que dire des paires majeures? Je surveille toujours le range du GBP USD, je reste baissier sous 1,50. Alors j'ai encore perdu tous mes niveaux, mais peu importe, au moins ça me permet de vous les retracer en live et d'expliquer pourquoi le niveau est positionné là. Ce qui m'intéresse sur le câble, c'est d'une part qu'il est baissier, mais de manière très lente et saccadée, et j'ai le sentiment que ça pourrait changer. Le taux de change GBP-USD, c'est celui qui a été le plus faible avec la réserve fédérale des États-Unis, donc vous l'avez ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à mesure que le GBP-USD a baissé, le pourcentage d'acheteurs s'est nettement renforcé. Je vous remontre ici les données du Speculative Sentiment Index chez FXECM. Donc il y a désormais 81% de vendeurs sur l'USD CAD, 78% d'acheteurs sur l'once d'or et presque 70% d'acheteurs sur le GBP USD. Donc moi je privilégie le risque de baisse tant qu'on est sous 1,50. À court terme, on est dans un range depuis ce matin et le marché n'en est pas sorti. Donc je surveille toujours le développement de cette figure. Pour la suite des événements, là on est toujours en plein cœur du range. Donc il n'y a pas grand chose, de toute façon, il n'y a pas de nouveauté technique depuis ce matin. L'USD Yen, lui, toujours soutenu par la ligne de tendance haussière ici qui attrape le plus bas du 24 août et le plus bas du 15 octobre. Mais le taux de change USD Yen retrouve le niveau des 122,20 comme un niveau de résistance. Le range dont on est d'abord sorti par le bas, qui a été réintégré après la Fed. On est carrément revenu chercher la partie haute du rectangle, puis on repasse en dessous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Entre cette ligne de tendance et les 120.20, c'est parfaitement neutre. Ça comprime complètement. Bon, et le marché devrait rester dessus. On a malgré tout formé un support à 121,05 à court terme. Donc au-dessus de ce premier support à 121,05, j'aurais tendance ici à faire confiance. Pourquoi pas un scénario de rebond technique. Scénario de rebond technique vers 122. Alors, le taux de change AUD-USD, lui, c'est un vaste triangle symétrique que vous avez là. On a réagi sur cette ligne de tendance justement le 17 décembre. Désormais, on remonte. Je passe en H4. Alors, il n'y a plus de tendance en fait, très peu sur l'AUD-USD, puisqu'en fait ce marché est dans un range depuis l'été dernier. Un range qui est de plus en plus étroit, mais le marché reste malgré tout dans ce range. Vous l'avez ici, je vous le mets en données hebdomadaires. Donc on voit qu'il y a encore la place pour y rester, probablement jusqu'à la fin de l'année. La seule chose qui serait véritablement, enfin le seul signal technique qui serait véritablement baissier sur l'AUD-USD, c'est de briser les points bas du 17 décembre. Et là le marché retourne tout en bas. Mais là il est en plein milieu d'un range, donc en plein milieu d'un trading range, il n'y a pas grand chose à envisager. USD 4 toujours aussi fort, la tendance, toujours 80% de vendeurs, ça va toujours plus haut. Formation d'un support à 1,3910, 1,3906, 1,3910. On a cette ligne de tendance haussière qui est assez efficace, ici sur le taux de change USD CAD. Le marché a fait 1,40, je visais 1,40 en janvier, on les a fait en décembre. Je pense qu'on peut aller chercher 1,42, 1,4250 au premier trimestre 2016. Prenez votre graphique, depuis 15 ans, vous allez voir, c'est un niveau historique important, le niveau des 1,4250. En tout cas, c'est maintenant le niveau que je vais viser. Et notamment pour le premier trimestre 2016. Bon, là, c'est bien. On forme un support. Est-ce qu'on est en train de préparer l'espèce d'épaule tête épaule de continuation? Donc une inversée, pourquoi pas. On dérive à plat au-dessus des 1,39. J'ai le sentiment que cette ligne de tendance pourrait créer une impulsion suffisante pour aller plus haut. Donc, pour ce qui est des paires majeures, je cherche toujours une résistance sur le GBP-USD où j'attends que le GBP-USD sorte par le bas de ce triangle pour reprendre la tendance et aller à 1,47. Pour l'instant, on est en plein milieu dedans, données horaires, donc il n'y a pas grand-chose. L'USD CAD, toujours aussi au-dessus du premier support à 1,39.
Le taux de change euro-dollar teste une résistance. Attention au rejet baissier sous les 1,09. L'euro-dollar a peut-être fini de rebondir pour aujourd'hui. En tout cas, tant qu'on est sous les 1,0950. Les indices boursiers, je suis haussier, vous l'avez compris, notamment avec le rebond du Dow sur 17 091 et le S&P 500 sur les 2000 points. Quant au marché actions européen, je vous ai fait tout le débriefing tout à l'heure. Les retracements sont profonds, quoique profond 50%, c'est du standard. Et donc là, le marché ayant retracé 50% de l'impulsion du matin et repartant en hausse avec Wall Street trouve plutôt bien. Je fais toujours confiance à la tendance. L'once d'or, c'est différent. L'once d'or teste une oblique de résistance. Sans rejet, mieux vaut éviter de vendre. Le marché se reprend bien sur le métal jaune. On teste l'oblique, mais il n'y a pas de rejet. À l'époque, lorsqu'on revenait chercher cette oblique de résistance et qu'il y avait un début de rejet, on avait vraiment le point de départ d'une baisse. Là, le métal jaune se reprend indépendamment du dollar US, parce qu'on est en fin d'année, des corrélations comme ça s'appliquent plus tellement, c'est plus des opérations de bilan, des opérations de fin d'année, du rachat de short sur un marché qui a déjà beaucoup chuté. Pour autant, j'envisagerai pas de stratégie d'achat au niveau actuel des cours, mais j'observerai l'amorce d'un rejet. Quelque chose qui ressemblerait à ce chandelier H4 du 9 décembre, ou encore celui du 16 décembre, et qui confirmerait que le marché reste dans ce canal de baisse. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait rejoindre la partie basse. Pour l'instant, pas d'indication que cette reprise fléchisse, donc je ne me risquerai pas à une stratégie sur ce marché à la vente pour le moment, sans l'amorce d'un rejet. Le CAC 40, je pense que ce marché peut remonter avant la fin d'année en direction des 4750. J'invaliderai complètement ce scénario si on rebascule sous les 4500 points en cours de clôture. Je dirais même que pour ce scénario, il est impératif qu'on tienne désormais les 4575. Si je vais sur les chandeliers horaires du CAC, je décompose la séance du jour en 15 minutes. Ça ressemble au DAX, mais c'est plus fort. Vous avez l'impulsion de ce matin. Vous avez le CAC en 15 minutes. Là, vous avez l'impulsion de ce matin. On a retracé 38,2 sur le CAC, donc un peu plus fort. Voilà, allez, je laisse à droite l'US 30, au centre l'euro-dollar. Il n'y a plus de statistiques américaines cet après-midi, tout est tombé. Il y avait uniquement l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Chicago. Donc maintenant, il n'y a plus d'indicateurs macroéconomiques qui vont aujourd'hui influencer la séance. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a plus de statistiques chinoises jusqu'au 1er janvier. La prochaine statistique américaine importante, et encore, c'est la lecture finale du taux de croissance économique aux États-Unis au troisième trimestre. C'est demain à 14h30. Et encore, le troisième trimestre, c'est loin derrière nous, hein, puisque maintenant le marché va surtout se projeter sur le quatrième trimestre. Donc, malgré tout, ça fera partie des chiffres susceptibles de faire réagir le marché. Allez, je positionne le taux de change euro-dollar ici, qui pour l'instant ne parvient pas à franchir les 1,0905, mais qui travaille le niveau. Et je jette un œil à vos questions. Alors, des questions sur le DAX. Je poste tous les commentaires USDK, SP500, DAX et gaz naturel. Et je mets notamment en plein écran ce graphique de Evan. Alors Evan qui nous partage un graphique et qui lui a une vision opposée. Donc Evan nous propose un scénario de vente du DAX pour viser un retour sur les plus bas, donc à 10 500. Voilà. Alors est-ce qu'il y a un commentaire et donc vous parlez d'un VTOP. Alors c'est la question que vous pose Evan. Est-ce que d'après vous, vous avez ici sous les yeux quelque chose qui ressemble à un VTOP sur le plan de l'analyse technique? Moi ma réponse serait plutôt non, parce que cette jambe de reprise ici
en début d'après-midi en Europe écarte le scénario V-top. Ça écarte pas le scénario de la baisse, hein. Vous aurez peut-être raison, mais c'est pas un V-top. Euh, le principe de ces figures-là, donc le sommet en V ou le creux en V, c'est que justement on n'a pas cette étape intermédiaire. Donc on n'a pas cette figure graphique que vous mentionnez. Après vous avez peut-être le bon scénario, mais on n'a pas cette figure graphique que pour l'instant vous mentionnez. Alors, question sur le gaz naturel. Alors, sachant que le gaz naturel, je suis pas tellement. Ah, si, justement. Alors, le gaz naturel, j'avais vu quelque chose ce matin. Je me demande si ce marché est pas en train de construire une figure de creux, justement, en épaule, tête, épaule inversée. Alors, c'est un peu agressif comme scénario. Il y a une ligne de coût à 1,85 $. On travaille pour l'instant le niveau. De rien, Evan. On travaille à un niveau important sur le gaz naturel. Alors, les matières premières industrielles tentent de se stabiliser. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole est revenu sur ses plus bas de décembre 2008, sans pour l'instant connaître un rebond impulsif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une énorme vague d'achat sur le prix du pétrole, alors qu'il est revenu sur ses plus bas de décembre 2008, ce qui sont quand même des gros niveaux, hein, de prix. Euh, Juste une chose sur le plan de chartiste, le prix du gaz naturel se stabilise. On fait une toute petite figure latérale entre 1,60, 10 et 1,85 $, laissant envisager une remontée vers 2 $. Moi, ce que je vous invite à surveiller si vous vous intéressez au gaz naturel, c'est le niveau des 1,85, parce que si en effet on le dépasse, ce niveau des 1,85, le marché du gaz naturel pourrait remonter en direction des 2 $. Mais c'est vraiment un scénario spéculatif de reprise. Je vous remontre à nouveau Lucas Oil que vous avez sous les yeux. Justement, Evan, les plus bas de décembre 2008, on est dessus, regardez, on est dessus à 36,20, ça rebondit pas vraiment. Et lorsque je vois le prix du pétrole afficher une telle faiblesse, d'une part, c'est ça qui peut mettre entre parenthèses et qui peut faire, c'est ça qui peut représenter un risque pour le marché action. C'est-à-dire que si là le prix du pétrole chutait jusqu'à la fin d'année, autant vous dire que le marché action chutera. Par contre, ce qui est certain, c'est que si le prix du pétrole s'enfonce, les 1,42 de l'USD4, ce sera même pas pour janvier 2016, ce sera encore pour 2015. Bon, ça fait partie des éléments à suivre. Il faut être méfiant parce qu'on est sur des gros niveaux ici sur le prix du pétrole. Ça peut chuter tout comme ça peut tenir. Mais pour l'instant, on voit que ça a plutôt tendance à vouloir chuter. Donc c'est vraiment là où je me méfie, moi, pour le prix du pétrole et le risque qui pèse sur le prix de l'or noir. Et c'est plutôt justement quelque chose que l'on perçoit sur l'évolution du taux de change USD4. Donc concrètement, pour faire la synthèse de cette émission, je cherche des ventes sur le GBP USD, des achats sur l'USD CAD. L'euro-dollar teste une résistance à 1,09, ce qui pourrait être vendu par le marché. Les marchés actions restent volatiles, mais le SP500, je ne veux pas défendre des stratégies de vente tant qu'on est au-dessus des 2000 points. Idem pour le Dow Jones, tant qu'on est au-dessus des 17 090, je ne veux pas défendre de stratégie de vente. Idem pour les marchés actions européens qui se reprennent depuis le 14 décembre mais qui font des retracements hyper profonds. C'est compliqué et je pense que ce qui les met dans cette situation de volatilité en intraday, c'est la pression sur le prix de l'énergie. Clairement, c'est ça. Le marché est en train de se demander est-ce que le prix du pétrole peut vraiment s'enfoncer davantage. Donc l'USD CAD, plutôt des achats, épaule tête épaule inversée, peut-être sur le gaz naturel, en tout cas surveiller un important niveau à 1,85 $. Et enfin donc sur l'or pour répondre à la dernière question, et là j'ai posté toutes les questions, donc elles sont toutes dans la section commentaires, j'en ai pas d'autres qui sont en attente. J'éviterai de shorter agressivement l'once d'or, quand bien même on remonte au contact de cette oblique de résistance, tant qu'il n'y a pas un rejet, à l'image de ce qu'on avait eu le 9 décembre ou encore de ce qu'on avait eu le 16 décembre, attention au risque de voir l'once d'or franchir une résistance et par exemple remonter vers 1088. Si vous avez un scénario de si vous avez juste l'amorce d'un rejet, un chandelier horaire qui serait négatif sur l'once d'or sous cette oblique de résistance, là en effet ce sera un bon timing pour vendre. C'est le même raisonnement que j'ai sur l'euro dollar. On teste une résistance à 1,0905. Moi je dis il ne faut pas la shorter
tant qu'il n'y a pas un chandelier horaire de rejet, un chandelier baissier, quoi. Comme on avait eu ici le 16 décembre. Juste un seul pour envisager que ça rebaisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le marché remonte en direction d'une résistance. C'est pas certain que cette résistance agisse violemment sur les cours. Voilà, et puis donc je vous remontre ici ce graphique du Dow et du SP500, toujours sur les supports, 17 090 pour le Dow Jones et 2000 points sur le SP500. Ces niveaux peuvent tenir. Si je devais faire un choix, il y a deux niveaux, un niveau pardon, sur lequel je me concentrerai parce que c'est celui qui correspond le mieux à une figure chartiste à l'ouverture de cette session américaine. Moi je vous inviterai à vous intéresser au niveau justement des 2000 points du SP500 pour une stratégie d'achat sur le SP500. Donc c'est une dizaine de points en dessous du niveau actuel des cours. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, je dois céder la parole à David Pichaudeau de Professeur Forex dans 10 minutes pour, comme ça a bien lieu, hein, voilà, comme chaque semaine, chaque lundi à 16 heures, l'évolution du portefeuille des banques côté sell side sur les paires de devises majeures. Donc voilà, si vous avez l'habitude de suivre cette émission, c'est comme d'habitude. L'évolution des portefeuilles des grandes banques d'investissement sur l'euro-dollar, le GBP-USD, l'USD-CAD, voir un peu comment ces professionnels en banque font évoluer leurs objectifs de cours, comment ils gèrent leurs trades, comment ils font évoluer les stops de protection. Tout ça, c'est ici à partir de 16 heures. Merci à toutes et à tous et à plus tard donc sur DailyFX.